Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je vais vérifier que vous pouviez bien m'entendre et me voir. Est-ce que vous pouvez me le confirmer dans l'onglet chat, s'il vous plaît? Oui, donc le son fonctionne correctement. Donc, très bonne nouvelle, merci. Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, sur les options en fin de dispositif Sensi-Bouvard. Donc ce webinaire fait suite à de nombreux échanges qu'on a pu avoir avec les copropriétaires dans différentes résidences sur quelles sont les options, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre bien, quelles sont les différentes options en termes de fiscalité, en termes de revente du bien éventuellement. Il y aura Mélissa Annick qui va pouvoir qui nous rejoindre en fin de webinaire pour parler de la revente de l'eau, et on aura Anne Ménoret qui sera disponible pour répondre aux questions sur l'onglet questions. Donc, pour rappel, vous avez plusieurs petits onglets en bas. Vous avez un onglet chat sur lequel je vous encourage à écrire support si vous voulez recevoir le support par la suite par email. Si vous avez des questions, il faudra bien poser les questions dans l'onglet questions. Donc, on y répondra au fur et à mesure et également en fin de webinaire. Et puis, voilà, s'il y a d'autres demandes, je posterai peut-être éventuellement mon adresse email pour voilà, des questions dans l'onglet lien directement. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter un petit peu le sujet du jour. Donc, on va reparler, en fait, réamorcer, en fait, le dispositif Sensi-Bouvard. Quel était le principe? Qu'est-ce que la fin du dispositif? Alors, on va parler un petit peu de la TVA, la durée de détention du bien, parce qu'il y a souvent des confusions entre la fin du Sensi-Bouvard et la fin de l'engagement à la TVA. Souvent, l'issue des 9 ans du dispositif Sensi-Bouvard vous amène à la fin du bail commercial et à vous poser des questions sur le renouvellement de celui-ci. Et puis, surtout, le point fondamental, ça va être la fiscalité de ce bien en Sensi-Bouvard et éventuellement la revente. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon sur le groupe C'est la vie. Donc, le groupe C'est la vie, c'est une équipe de plus de 40 collaborateurs. On gère désormais plus de 23 000 lots sur toute la France et on a des retours clients plutôt positifs parce qu'on a une moyenne sur toutes nos entités de 4,7 sur 5 sur Google. C'est ce qui fait, voilà, on est engagé vraiment pour les propriétaires à proposer voilà, des services de qualité pour vous accompagner au mieux et dont est l'objet de ce webinaire. Donc, C'est la vie, c'est plusieurs entités. Donc, ça va être Ma Déclaration Meublée qui vous propose les déclarations fiscales LMNP à 219 €. C'est la vie gestion qui va vous permettre de vous accompagner donc sur le bail commercial, les déclarations de TVA et justement peut-être voir avec vous quelles sont les opportunités de modification du régime fiscal. Donc, ça va plutôt être C'est la vie gestion qui pourra vous accompagner dans ces démarches-là. Et on propose du coup un pack déclaration et gestion à 36,90 hors taxe par mois. Donc, C'est la vie syndic, vous êtes nombreux à nous connaître par le biais du syndic de copropriété. Donc, on exerce exclusivement en résidence gérée. Et C'est la vie Pierre, dont Mélissa Annick reparlera un petit peu plus tard, qui vous accompagne pour la revente de votre bien en résidence gérée. Alors, pour rappeler un petit peu le principe du dispositif Sensi-Bouvard, le dispositif Sensi-Bouvard vous permettait en fait d'obtenir une réduction d'impôt qui correspondait à 11% du prix hors taxe d'acquisition étalé sur 9 ans. C'est-à-dire que dans le cadre d'un bien, on prenait 11% de ce prix d'acquisition dans la limite de 300 000 € et vous aviez la possibilité d'obtenir une réduction de votre impôt sur le revenu qui correspondait à 11% divisé par 9 années. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, vous aviez l'obligation de louer en meublé à un exploitant pendant une durée minimale de 9 ans, via un bail commercial dans une résidence gérée type EHPAD, tourisme étudiant. Vous deviez vous inscrire sous le statut de la location meublée non professionnelle et déclarer vos loyers perçus au régime BIC.
Donc après, on verra par la suite qu'il existe 2 types de régimes BIC. C'est un dispositif qui a pris fin en 2022. Alors, qui a pris fin, c'est-à-dire que depuis 2022, il n'est plus possible d'investir dans le cadre du dispositif Censi-Bouvard, mais les personnes qui ont bénéficié du régime Censi-Bouvard en 2020-2019 continuent de conserver leurs droits pendant les 9 ans qui leur étaient promis lors de leur engagement au sein de ce dispositif. En bonus, lorsqu'on acquérit un bien en Censi-Bouvard ou acquérissait, vous aviez la possibilité de récupérer la TVA, donc qui correspondait à 20% du prix de vente si vous l'aviez acheté en TTC. Donc, je parle un petit peu de la TVA parce que souvent dans les échanges, on le reverra après, on a une confusion sur la durée d'engagement du Censi-Bouvard et la durée d'engagement de la TVA. Donc, c'est pour ça qu'on va parler aussi aujourd'hui un petit peu de la TVA. Quand on parle de la fin du dispositif Censi-Bouvard, on va parler en fait de la fin de votre durée d'engagement. C'est-à-dire qu'au-delà des 9 ans, vous avez la possibilité de revendre le bien et vous avez la fin de votre engagement en fait fiscal. Vous ne bénéficiez plus de cette réduction d'impôt. En revanche, vous êtes toujours propriétaire du bien. Donc, le bail commercial, lui, continue et votre activité de loueur en meublé continue. Donc, vous avez quand même une obligation de continuer à déclarer vos loyers perçus. Alors, donc, petit point sur la TVA et la durée de détention. Donc, lorsque vous avez acheté un bien en résidence gérée, souvent en vente en neuf, soit dans une résidence neuve ou soit en cours de construction, donc comme on peut dire en VFA, vous aviez la possibilité de récupérer 20% du prix de vente, c'est les 20% qui correspondent en fait à la TVA. Lorsqu'on récupère en fait cette TVA, on s'engage à louer pendant 20 ans via un bail commercial ou des services para-hôteliers ce bien-là. Si on cesse de louer sous bail commercial ou si on cesse en fait de louer avec des services para-hôteliers, on doit régulariser la TVA. C'est-à-dire si on loue pendant 15 ans sous le bail commercial et qu'on arrête pendant 5 ans, qu'on veut garder le bien pour soi, mais au préalable, il aura fallu mettre fin au bail commercial, il va falloir reverser à l'administration fiscale les 5 années restantes. En revanche, si vous vendez le bien avec le bail commercial, il y a en fait ce qu'on appelle une transmission de l'universalité de la TVA au nouvel acquéreur. Donc, c'est le nouvel acquéreur qui, lui, va garder cet engagement pour vous pendant les années restantes au-delà de ces 20 ans. Alors, voilà un petit peu pour le petit point pour la TVA. Souvent, on va parler également du bail commercial parce que lorsqu'on arrive en fin de dispositif Censi-Bouvard, on arrive au bout des 9 ans qu'ont duré le bail commercial. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de renouvellement du bail commercial par l'exploitant. Il va falloir être vigilant à certaines choses. Donc, je ne vais pas être très longue sur ce sujet, sachant qu'en août dernier, nous avions déjà fait un webinaire sur le sujet du renouvellement du bail commercial et de la proposition du nouveau bail. Vous pouvez consulter ce sujet directement sur notre chaîne YouTube si vous le souhaitez. Il y a néanmoins quelques points clés qui seront à vérifier, notamment le loyer dans la proposition de nouveau bail, les charges et les travaux, s'ils sont dorénavant imputés aux propriétaires alors qu'avant, ils étaient imputés directement à l'exploitant. On arrive souvent à une phase de renouvellement du mobilier, ce qui va nécessiter en fait une prise en charge de votre part. Et puis, la durée du bail, c'est-à-dire que souvent, on va s'engager sur 9 nouvelles années, mais vérifier également qu'il n'y a pas des clauses de résiliation triennales, c'est-à-dire tous les 3 ans, le preneur aura la faculté de résilier ce bail. Voilà, c'est des petits points à vérifier lorsque, à l'issue de ces 9 ans, l'exploitant vous proposera le renouvellement du bail.
Alors juste un petit focus également, hein, pour être clair, il y a renouvellement du bail, il y a le congé avec le nouveau bail, mais dès lors que la proposition du nouveau bail va venir modifier d'autres clauses que le loyer, on n'est plus dans un renouvellement de bail, mais dans le cadre d'un nouveau bail. Voilà, c'est une petite distinction à faire, qui est néanmoins très importante d'un point de vue juridique. Alors, la fiscalité. Donc la fiscalité d'un bien en Censi-Bouvard, vous avez plusieurs possibilités. En général, vous êtes au régime réel les 9 premières années. À savoir qu'on ne peut pas, dans le cadre du régime réel, pour en rappeler un petit peu les fondamentaux, on va venir, le comptable va venir calculer les différentes charges. On va prendre en fait les loyers, moins les charges, moins l'amortissement du bien. Sauf que dans le cadre du régime Censi-Bouvard, comme vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt, vous n'avez pas le droit d'amortir le bâtiment par rapport à toutes les autres qui ont pu tous les autres LMNP qui ont pu acquérir un bien hors dispositif Censi-Bouvard. Vous, en tant que Censi-Bouvard, vous ne pouvez pas amortir le bâtiment, sauf si la fraction est supérieure à 300 000 euros. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'amortir le prix du bien qui est au-delà de 300 000 euros, mais c'est rarement le cas en résidence gérée. Alors, souvent au régime réel, en Censi-Bouvard, vous ne payez pas d'impôt les premières années. Alors les premières années, vous ne payez pas d'impôt car souvent vous avez des intérêts, les intérêts sur votre emprunt qui sont assez élevés. Vous avez d'autres charges qui sont déductibles comme les charges de copropriété, votre taxe foncière, toutes les charges en fait réelles liées à votre investissement. Et vous avez en fait l'amortissement du mobilier qui se fait en général sur 10 années. Ce qui fait que vous avez quand même une fraction d'amortissement qui est déduite chaque année sur votre bien les 10 premières années. Et quand on arrive au bout des 10 ans, eh bien, on n'a plus cet amortissement du mobilier. On a quand même beaucoup moins d'intérêts, moins de charges liées à l'emprunt. Et puis, la quote-part des frais d'acquisition est souvent amortie vraiment au-delà, ce qui fait qu'au bout des 9 ans, on arrive à un résultat qui va être rapidement bénéficiaire. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous en êtes aperçus. Au bout des 8-9 ans, on arrive bénéficiaire, et ce qui fait qu'on va avoir de l'impôt à payer sur son LMNP et puis des prélèvements sociaux. Donc voilà pour cette partie. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Alors, on va avoir effectivement une question sur le bail que je vais afficher. Effectivement, peut-être que vous avez dépassé les 9 ans. J'ai dépassé les 9 ans, mais l'organisme qui gère le bien ne m'a pas demandé de renouveler le bail. Est-ce normal? Oui, effectivement. Alors, vous avez peut-être un bail de 11 ans, hein, ça peut arriver. C'est en général 9 ans, mais ça peut être 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et puis, parfois, le bail, en fait, reste en ce qu'on appelle en tacite reconduction. C'est-à-dire que l'exploitant reste en place. Il n'y a pas de renouvellement du bail, mais on reste, en fait, dans les termes et les conditions prévues tant que le preneur, en fait, l'exploitant, lui, n'a pas donné de congé. Alors, donc je vais passer sur la slide d'après. Donc, voilà, un petit tableau comparatif en fait du régime micro-BIC et du régime réel en Censi-Bouvard. Donc, on a 2 régimes fiscaux possibles. Soit on est au régime réel où on va pouvoir utiliser l'amortissement pour calculer le résultat fiscal, soit on va être au régime micro, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de liasse fiscale, on va juste venir reporter dans sa déclaration de revenus le montant de ses loyers et on aura un abattement qui est actuellement de 50% et vous serez imposable du coup sur les 50% à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Donc ça, on va le voir un petit peu. Donc juste pour exemple, dans le cas du régime réel, sur un bien, par exemple, de 200 000 euros, si vous avez des recettes de 10 000 euros,
Au régime micro, on aura un abattement de 50%. Et donc, on aura une base imposable de 5 000 €. Alors qu'au régime réel, on va avoir l'amortissement, mais on ne pourra pas amortir du coup le bâtiment, même en fin de Censi-Bouvard, à partir du moment où on n'a pas... on a acheté le bien en Censi-Bouvard, on ne peut pas amortir le bien, même lorsque le dispositif est terminé. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, on aura l'amortissement du mobilier qui aura peut-être une quote-part d'environ 350 € de dotation d'amortissement annuel sur le résultat. C'est en jaune parce que c'est une charge qui n'est pas... c'est une charge... alors, pas fictive, mais l'amortissement, c'est la perte de valeur comptable du bien, mais ce n'est pas quelque chose, une charge réelle que vous payez qui sort de votre trésorerie chaque année. Donc, vous allez pouvoir déduire ensuite vos taxes foncières, les CFE si vous en avez une, vos assurances PNO. On va avoir le remplacement des meubles éventuellement, les intérêts d'emprunt, l'assurance emprunteur, des frais de comptabilité éventuellement, ce qui fait qu'on arrive à des charges de 2 270 et on arrive à un résultat imposable de 7 200. Ce qui fait que comme on ne bénéficie pas de l'amortissement vraiment sur le bâtiment, on a un amortissement qui est assez faible par rapport à un LMNP en fait acheté sans dispositif fiscal particulier. Alors que voilà, dans ce cas-là, en fait, le régime micro, vous aurez une base imposable qui va être plus faible et donc ce sera plus intéressant sur cet exemple de basculer sur le régime micro-BIC. Alors, est-ce que j'ai des questions? Alors, les questions ont été répondues, donc juste, je vais peut-être les redire à l'oral pour tout le monde. À l'issue du dispositif et des 9 ans, peut-on commencer à amortir le bien? Donc, vous ne pouvez pas amortir le bien car il a fait l'objet en fait d'une défiscalisation. Vous pouvez amortir, et c'est ce qu'on verra après, tous les travaux qui peuvent être réalisés. Donc, si vous avez des travaux de rénovation du bien, en ce moment, il va peut-être être sujet au sein de la copropriété de travaux pour améliorer la performance énergétique ou rénovation du mobilier, ça va être en fait des travaux que vous allez pouvoir amortir. Alors, la bascule, on me pose la question sur comment bascule-t-on sur le régime micro. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu juste après. L'option, c'est une option qu'il faut souscrire auprès du service des impôts des entreprises. On va devoir prendre contact avec eux et leur demander de changer pour passer au régime micro. Et voilà, ça se fait assez facilement, à savoir que la demande doit être faite en général entre le 1er janvier et je dirais le 30 avril chaque année pour l'année qui va suivre. Alors, on a parlé du coup du résultat positif. Donc là, on va avoir une base imposable de 5 000 € et dans l'autre 7 200. Ensuite, ça va être le même cas en fait pour chacun des deux résultats, c'est-à-dire que qu'on soit en micro-BIC ou au régime réel, ce bénéfice va être imposé selon une règle. Donc, vous avez deux impositions distinctes, c'est-à-dire que sur, par exemple, les 5 000 €, on va avoir 17,2% de prélèvements sociaux qui vont être ponctionnés. Et ensuite, on va être imposé sur le revenu sur l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. Donc, si vous êtes dans une tranche à 30%, vous paierez 30% d'impôt sur les 5 000 € pour lesquels vous avez engrangé en fait un bénéfice. Souvent, le régime micro est plus favorable. Donc ça, on va le revoir après. Peut-être qu'on va repasser assez rapidement sur cette slide pour revenir sur la précédente pour vérifier quel serait le régime le plus favorable. Il va falloir regarder en fait certaines choses, c'est-à-dire le crédit immobilier. Est-ce que vous avez toujours un emprunt? Est-ce que les intérêts d'emprunt sont importants ou pas? Quel est le montant de votre taxe foncière? Parfois, vous avez une taxe foncière qui est faible, parfois elle est plus élevée. Il va falloir en fait regarder ces charges. Est-ce qu'il y a des travaux à venir?
peut-être que si vous avez des travaux qui sont à venir, il faut rester dans ce cas-là au régime réel parce que ce sera le régime le plus intéressant. Et voilà. Je vais avoir également une question qui est très intéressante. Il me semble que je l'ai mise un petit peu plus loin. Étant en indivision, quelle fiscalité choisir? En indivision, vous n'avez pas la possibilité d'être au régime micro. Et j'ai précisé également normalement un petit peu plus loin qu'à partir du moment où, si par exemple vous êtes en indivision ou vous avez acheté seul, mais dans le foyer fiscal, il y a déjà une personne qui est au régime réel, vous devez tous déclarer en fait au régime réel. Il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs types de déclarations dans dans le même foyer fiscal. Alors, j'en reviens sur l'autre slide. Donc, le régime C'est la vie en fait propose une offre qui va pouvoir vous accompagner dans le changement du régime micro. Donc, on va pouvoir vous accompagner également si vous avez des questions sur le sujet. Je vous ai mis mon adresse mail. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse regarder ensemble si vous le souhaitez. Il me faudra votre liasse fiscale, la dernière liasse fiscale pour que je regarde et puis un petit peu voilà. Enfin, je pense que la dernière liasse fiscale peut me permettre déjà de vous dire qu'est-ce qui serait le plus intéressant et puis à vous de voir également les points clés qu'on a vus précédemment. Notamment sur les travaux à venir, l'emprunt, etc. Donc, c'est la vie, on va proposer en fait maintenant une offre au régime micro, c'est-à-dire qu'on va venir faire la bascule pour vous auprès des impôts. On va vous indiquer quels sont les chiffres à reporter dans la déclaration de revenus. Et puis, il y a les déclarations de TVA qui sont à faire, peu importe que vous soyez au régime micro ou au régime réel. Les déclarations de TVA, lorsque vous avez un bien sous bail commercial en résidence gérée, lorsque vous avez de la TVA versée qui est sur vos loyers, vous devez effectuer des déclarations de TVA. En plus de ça, C'est la vie va vous accompagner sur les indexations, les factures de loyer et l'accompagnement lié au bail et peut-être notamment au renouvellement des baux commerciaux. Je vais maintenant laisser la parole à Mélissa. Peut-être que... alors, il y a des questions. Alors, je referai peut-être un tour d'horizon des questions. Je vais laisser la parole à Mélissa. Et puis, après l'intervention de Mélissa, je referai un point également sur les questions. Voilà, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis navrée, j'ai un petit problème technique, donc je ne peux pas mettre ma caméra. Mais aujourd'hui, donc j'interviens pour vous parler aussi de la revente. Donc, dans le cas où vous souhaitez revendre votre bien ou dans un premier temps avoir une évaluation, vous pouvez nous contacter. Donc, c'est la vie Pierre. On est vraiment spécialisé dans la revente en LMNP géré. On fait que de l'ancien et on a des lots sur tout le territoire français. Et on fait des évaluations sur les 4 segments principaux, c'est-à-dire EHPAD, tourisme, affaires et étudiants. Donc, n'hésitez pas à contacter ma collaboratrice Karine Boucherie qui est en charge des évaluations. Elle pourra effectuer une évaluation gratuite. Vous pouvez lui transmettre des documents via les coordonnées qui sont sur la présentation. Donc, gestion@celavipierre.fr. Il vous suffira donc de lui envoyer un email avec votre attestation d'achat, votre bail commercial et l'avenant si vous en avez si vous en avez signé un depuis, vos 4 dernières factures de loyer, votre dernière taxe foncière et puis votre décompte de charges et si possible des comptes d'exploitation de la résidence si le gestionnaire vous les a transmis par email. Donc ça, c'est vraiment des documents importants. Sans le bail commercial ou surtout les factures de loyer, ça va être très compliqué d'évaluer votre bien. Donc, c'est vraiment les documents nécessaires pour effectuer dans un premier temps l'évaluation. Ensuite, si vous confirmez votre intérêt pour la revente du bien, donc c'est la vie Pierre s'occupe de tout, c'est-à-dire de la commercialisation jusqu'à la signature chez le notaire. Donc, je vous explique rapidement les étapes de la revente. La première étape, donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est l'évaluation de votre bien. Une fois que vous avez confirmé l'intérêt de la revente, on pourra à ce moment-là signer un mandat de vente qui nous permettra ensuite de commercialiser.
On vous aidera bien entendu pour la constitution de votre dossier parce que pour commercialiser un bien, il y a beaucoup de documents obligatoires. Notamment les diagnostics. On pourra se charger de planifier avec un diagnostiqueur la réalisation des diagnostics sur votre bien. Il y a également beaucoup de documents juridiques. On pourra également se rapprocher du syndic pour avoir tous les éléments nécessaires. Voilà, on ne vous laisse pas seul pour la récupération de tous ces documents. On vous aidera vraiment dans la constitution du dossier. Une fois qu'on a tous les éléments obligatoires, on pourra diffuser donc votre lot sur notre plateforme. Effectivement, on a une plateforme qui est dédiée à nos partenaires qui sont des conseillers en gestion de patrimoine. Ce sont donc nos partenaires qui vendent les biens. On ne fait pas de vente en direct actuellement, on ne vend pas les biens à des particuliers, c'est uniquement via nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Et une fois que l'on a donc diffusé votre bien, nos partenaires vont pouvoir les proposer à leurs clients investisseurs. Et à ce moment-là, dès que nous recevons une offre d'un de nos partenaires, on vous enverra l'offre et on vous tiendra bien évidemment informé. Et auquel cas, si vous acceptez l'offre, on pourra nous rédiger le compromis de vente. Tout se fait en signature électronique, donc personne n'a besoin de se déplacer, on ne vous envoie pas de courrier. Tout se fait électroniquement aujourd'hui, donc c'est très rapide et pratique. Et une fois que le compromis est signé, on enverra tous les éléments au notaire pour effectuer les formalités et on fera le suivi jusqu'à la date de signature chez le notaire. Donc voilà, vous êtes vraiment accompagné de A à Z avec C'est la vie Pierre. Voilà, moi je vous invite, si vous le souhaitez et si vous êtes intéressé pour la revente, à nous contacter pour effectuer dans un premier temps l'évaluation. Et ma collaboratrice Karine Boucherie pourra répondre à vos questions si vous en avez d'autres sur les étapes de la revente d'un bien en LMNP géré. Alors, je vois des questions. Il serait peut-être... Alors, attendez, je vais regarder ça. Tac. Je vois. Quel est l'état du marché dans la revente? Aujourd'hui, le marché de la revente est un marché vendeur, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de biens, beaucoup de stocks, on va dire. C'est vraiment un marché vendeur. On a de la demande, mais étant donné qu'il y a beaucoup de choix, les investisseurs aujourd'hui recherchent principalement du rendement. Parfois, ils veulent un petit peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire zéro risque, mais un gros rendement. Donc voilà, ils sont assez... Aujourd'hui, on a beaucoup de négociations, par exemple, sur les prix de vente. Avant, on avait un mandat de vente avec un prix qui était fixé et on n'avait pas de négociation. Si je vous dis que votre bien, je l'évalue à 100 000 euros, je le vendais à 100 000 euros. Aujourd'hui, c'est différent. Parfois, heureusement, ça existe toujours, on a des offres au prix, mais c'est vrai on est dans un marché où voilà, il y a quand même pas mal de négociations. Le marché a changé depuis 2 ans. Donc, c'est un marché vendeur. Voilà, je préfère vous le dire, c'est pas facile. Parfois, on arrive à vendre très rapidement sous une ou 2 semaines et parfois, ça peut prendre des mois. Donc, c'est vraiment chaque lot est unique et chaque cas est particulier. Je vois également une question. Un bien peut-il être vendu à un particulier? Alors oui, effectivement, il y a des personnes qui arrivent à vendre avec des particuliers. Après, on est quand même sur un marché spécifique qui a ses particularités. Et il faut savoir vendre ce type de bien. Je vais être transparente avec vous. On a vu des fois des agents immobiliers qui vendaient des biens en résidence de service. Et voilà, les clients étaient malheureusement mal conseillés parce qu'on leur disait des choses qui n'étaient pas réelles. Donc voilà, c'est un marché spécifique. On peut vendre à des particuliers, mais voilà, il faut que la personne en face puisse vraiment être au courant de tous les éléments. Le principe aussi, c'est d'être très transparent et parfois certaines personnes ne le sont pas. Et on voit qu'on a des investisseurs qui ont été très mal conseillés et qui n'ont absolument rien compris à ce qu'elles ont acheté. Donc voilà, moi je suis pour les achats avec des conseillers en gestion de patrimoine sur ce type de biens parce que on est quand même sur un marché spécifique. Donc voilà pour la raison pour laquelle aujourd'hui on fonctionne uniquement avec des partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Donc voilà pour ma partie. N'hésitez pas je reviens sur la slide précédente, à contacter Karine Boucherie.
pour une demande d'évaluation et je vais redonner la parole à ma collaboratrice Gwenaëlle. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt. Alors, merci Mélissa. Pour information et juste pour rappel, je vous ai mis le lien à notre chaîne YouTube sur lequel Mélissa avait déjà fait un webinaire sur la revente d'un bien en LMNP dans lequel en fait elle va venir expliquer le calcul du taux de rendement, etc. Donc je vous invite, si vous avez des questions plus en profondeur sur le sujet, à aller visualiser ce webinaire et à contacter l'équipe C'est la vie Pierre si vous souhaitez le support de ce webinaire. Alors, du coup, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Alors, je vous invite vraiment à poser des questions dans l'onglet questions et non dans le chat. C'est plus compliqué pour nous de nous y retrouver. Donc, je ne répondrai pas aux questions sur la revente dans la mesure où ça va plutôt être le domaine de Mélissa. Alors, je vais pas retrouver forcément, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, si en microbique est-il nécessaire d'adhérer à une AGA? Alors, bon, c'est vrai, je n'ai pas reparlé des organismes de gestion agréés. On avait fait plusieurs communications à ce sujet début 2025. Pour rappel, l'adhésion à un centre de gestion agréé n'est pas obligatoire, n'a jamais été obligatoire. Et à savoir que depuis début 2025, la souscription à un OGA qui vous permettait de bénéficier 2 tiers de réduction d'impôt sur les frais de comptabilité, cela n'est plus possible depuis début 2025, donc à partir des revenus, la déclaration des revenus 2025 qui sera faite en 2026. Donc, on vous invitait à résilier votre adhésion à un CGA si vous en aviez, sauf si vous aviez besoin du CGA pour faire des formations qui sont proposées régulièrement, parce qu'en plus, ils ont perdu leur agrément leur permettant de vous éviter des contrôles fiscaux. Donc, il n'y a plus de réel intérêt notable en tant que LMNP à adhérer à un CGA. Ça vous fait juste une charge supplémentaire. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, donc, on peut passer du régime réel au micro-BIC tout en restant en régime TVA. Alors oui, en fait, c'est pareil, on avait fait un webinaire sur la fiscalité en résidence gérée. Là, on détaille vraiment le régime de la TVA, le micro-BIC et le régime réel. À partir du moment en fait, où vous êtes en résidence gérée, vous avez en fait un bail commercial. Dans votre bail commercial, il est mentionné que vous êtes dans une résidence qui propose des services para-hôteliers et que les loyers sont soumis à TVA. Vous allez recevoir des loyers majorés d'un taux de TVA. Cette TVA, vous ne pouvez pas en fait la conserver pour vous. Cette TVA, elle doit être reversée à l'administration fiscale. Donc, en résidence gérée, vous êtes forcément sous le régime de la TVA. Bon, il y a quelques exceptions pour lesquelles il y a des baux, mais bon, ça représente peut-être 2% des résidences gérées. Mais vous êtes généralement redevable en fait de cette TVA que vous percevez avec vos loyers. Et on fait une déclaration de TVA donc pour indiquer le montant de la part de TVA sur les loyers, et on va venir en fait déduire la TVA que vous payez sur vos charges. Donc, peu importe le régime fiscal, que vous soyez au micro ou au réel, vous avez une déclaration de TVA qui va être à effectuer. Alors, mon comptable ne me facilite pas la vie pour basculer chez vous avec un réengagement annuel. Comment gérer la transition? Alors, effectivement, il y a certains comptables qui ont des pratiques, je dirais, un petit peu abusives, qui vous demandent 1 an et demi de délai pour pouvoir résilier. Ce n'est à savoir qu'il y a un article de loi qui indique que le prestataire doit vous informer de la date à laquelle vous pouvez résilier votre contrat chaque année. S'il ne vous a pas envoyé cette notification, en général, les comptables ne le font jamais, vous avez la possibilité de résilier à tout moment. Donc, nous, on a préparé des trames de lettres de résiliation déjà préparées en mentionnant cet article pour imposer en fait une date de résiliation. J'ai également un modèle de lettre de contestation
suite à un comptable qui va refuser, par exemple, de résilier, qui va vous dire que vous allez être engagé jusqu'au 31/12/2026 ou 2027. Donc, je vous encourage à me contacter par mail pour que je puisse vous communiquer ces éléments directement. Peut-on passer en micro et revenir au réel, par exemple, l'année suivante? Alors, en théorie, oui. Les options, en fait, elles sont valables 1 an et se renouvellent chaque année. Alors, par contre, je dirais quand même vigilance à ce qu'il y ait un réel intérêt fiscal, et en cas de contrôle, il faudra justifier cela. Alors, hop. Dans le cadre d'un renouvellement du bail avec nouveau mobilier pris en charge par le propriétaire, le régime réel ou micro est le plus intéressant? Alors, il n'y a pas de vraie réponse. Ça va dépendre en fait du coût du mobilier, effectivement. Donc, il va y avoir un calcul à faire. En général, je dirais que le renouvellement du mobilier, ça va être plus intéressant effectivement de rester au régime réel, surtout que peut-être qu'après le renouvellement du mobilier, vous allez avoir peut-être des charges de copropriété plus importantes pour des travaux. Il faut regarder vraiment, en fait, il y a un calcul qui est assez simple à faire. Vous prenez le montant de vos loyers, vous le divisez par 2, vous regardez ce que ça vous fait comme bénéfice, et puis ensuite vous déduisez un petit peu vos charges qui serait à venir éventuellement. Alors, on a à peu près... Alors, je ne vais pas avoir de vraie réponse. Le gestionnaire peut-il profiter de la fin du Censi-Bouvard pour résilier ou vouloir renégocier les loyers versés? Alors, en général, un gestionnaire, c'est un exploitant professionnel qui va venir exploiter la résidence, c'est-à-dire qu'il aura créé en fait de l'emploi de la résidence. En règle générale, il va vouloir, après ça va dépendre des résidences, conserver la résidence et renégocier les loyers en fonction du chiffre d'affaires. Par contre, effectivement, il faut être vigilant avec peut-être la pression que peut faire un exploitant, sachant que pour vous, c'est plus compliqué, vous êtes un petit peu seul face à un exploitant qui va vouloir renégocier. Là, c'est pareil, on avait fait le webinaire sur la renégociation du bail commercial. Ce qui est important, c'est de se fédérer entre copropriétaires dans le cadre d'une renégociation pour éviter des coups de pression éventuels des gestionnaires. Alors, on avait une question de monsieur, de Patrice, qui a été répondue par Anne, mais je vais juste la repréciser également parce que je pense qu'elle est intéressante pour tout le monde. Est-ce qu'il est possible de vendre son bien et d'en racheter un autre pour bénéficier de l'amortissement du bâtiment? C'est effectivement, je pense, quelque chose qui peut être à privilégier dans la mesure où vous allez peut-être racheter un bien en seconde main. Les biens en seconde main vont avoir une très bonne rentabilité que vous allez pouvoir ensuite amortir. Donc, peut-être qu'il faut voir effectivement pour revendre, et avec l'argent de cette revente, racheter un autre bien que vous allez pouvoir amortir et pour lesquels vous ne paierez pas d'impôt. Alors, comment procédez-vous à reprendre une gestion lorsque l'on est déjà en micro-BIC? Alors, en fait, chez la Vigestion, ce qu'on fait, en fait, on va venir analyser dans un premier temps le bail commercial. On va venir reprendre le bail, recalculer les indexations de loyer et vérifier que la somme qui vous est versée correspond au bail commercial indexé d'année en année. On se rend compte bien souvent que le loyer n'a pas correctement été indexé, donc c'est quelque chose qui est très important. Et puis après, en fait, au niveau de la gestion, on va venir annuellement faire
toutes les demandes de charges récupérables. Ça peut être la taxe sur les ordures ménagères, ça va être la refacturation des charges de copropriété en fonction du bail commercial. Et puis, vous accompagner vraiment dans tous les aspects en lien avec la fiscalité, avec l'administration de votre bien, vos questions sur la CFE ou toute autre actualité fiscale qui pourrait arriver ces prochains mois ou années à venir. Voilà un petit peu l'accompagnement de C'est la vie. Aussi, si jamais l'assurance PNO n'était pas incluse dans vos charges de copropriété, à savoir que C'est la vie gestion dans le cadre d'un mandat de gestion propose une assurance PNO à un tarif plutôt intéressant qui serait à 49 € ou 59 € par an selon la superficie du bien. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner dans le cadre d'un dispositif en microbic. Alors, a priori, il y a des nouvelles questions. Alors, mon conseil me dit que l'on peut amortir le bien après les 9 années de Censi-Bouvard en déduisant la valeur des 9 années, par exemple sur 21/30 de valeur initiale. Pouvez-vous confirmer? Alors, je suis navrée, je ne peux pas confirmer. Nous, c'est absolument pas les informations que nous avons de notre côté. Je n'ai pas vu de jurisprudence en fait sur le sujet, mais dans la pratique, une fois qu'un bien a fait l'objet du dispositif Censi-Bouvard, il n'est pas possible de l'amortir. Nous, c'est vraiment l'information qu'on a de par nos informations par les experts comptables avec qui on a pu travailler. Après, voilà, si vous avez des textes de loi qui indiquent que c'est possible, voilà, je serais intéressée, mais voilà, on a fait des recherches, on n'a rien pu trouver vraiment sur le sujet. Alors, si l'on possède d'autres biens gérés, y a-t-il un plafond pour le microbic? Alors oui, il y a un plafond pour le microbic. Il est dans l'ordre, pour la location longue durée, il est dans l'ordre de 75 000 € par an de recettes, enfin de chiffre d'affaires. Alors, je pense qu'on a... Alors, qui puis-je contacter chez vous pour la prise en charge de la compta de mon bien en LMNP? Donc, vous pouvez me contacter directement. Vous avez mon adresse mail gwenaël@madéclarationmeublée.com et vous avez mes coordonnées téléphoniques. Dans l'onglet liens, j'ai également mis le lien pour accéder à mon calendrier en ligne si vous souhaitez qu'on prenne un rendez-vous téléphonique directement pour en discuter. Alors, qu'est-ce que le microbic? Alors, c'est ce qu'on vient d'évoquer un petit peu. Le microbic, c'est la faculté en fait de pouvoir, c'est une option fiscale qui vous permet, vous n'avez pas de liasse fiscale à faire réaliser par un comptable ou via une plateforme en ligne, mais vous reportez en fait uniquement le montant de vos recettes dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Comme vous êtes sur de la location en fait longue durée parce que vous avez un bail commercial, vous bénéficiez d'un abattement de 50% et vous êtes donc imposable sur la base des 50% restants. Alors, que faire lorsque le Censi-Bouvard est terminé et que le bail n'est pas encore renégocié? Rester en réel ou passer en micro? Alors, lorsque le Censi-Bouvard est terminé, le bail n'est pas encore renégocié. En fait, le bail et le bail commercial et le régime n'ont pas réellement de lien l'un et l'autre. Il faut en fait vraiment regarder, faire un bilan en fait de votre résultat fiscal. Si vous vous rendez compte, je ne sais pas, que vous avez 5 000 € de loyer et que votre comptable il vous dit de déclarer 4 500 € de bénéfices, par exemple, ou 4 000 € de bénéfices, ben là, on va se dire que bon, c'est peut-être plus intéressant de passer au régime micro, sachant qu'on pourra réopter ensuite pour le régime réel, peut-être par la suite. Donc, il faut vraiment regarder voilà, ces montants.
Quand on parle des recettes, on parle bien en hors taxe, hein. Alors, pour passer en microbique, faut-il clôturer le sirène et comment faire? Non, pas du tout. En fait, vous avez un sirène, vous gardez le même sirène. Par contre, on va venir contacter le service des impôts des entreprises pour changer les options fiscales qui sont choisies. Donc, c'est juste une prise de contact à faire auprès du service des impôts des entreprises pour demander un changement d'option. Alors, comment sait-on si nous sommes en réel ou en micro? Je laisse mon comptable m'envoyer ce qu'il faut reporter dans la déclaration fiscale sans vraiment chercher à comprendre. Alors, bon, juste pour information, normalement, le comptable a un devoir de conseil, c'est-à-dire que lorsqu'il réalise votre liasse fiscale, si celui-ci se rend compte que le régime micro-BIC serait plus intéressant pour vous, il a normalement l'obligation de vous indiquer que le régime micro est plus favorable à votre situation. Dans la pratique, c'est quelque chose qui n'est pas réalisé par tous les cabinets comptables. Alors, en général, si c'est le comptable qui continue à faire s'il vous envoie en fait ce qu'on appelle une plaquette, un bilan chaque année, ça veut dire que vous êtes au régime réel, parce qu'au régime micro, il n'y a pas en fait toute cette documentation à produire. Il y a uniquement en fait une déclaration de TVA. Après, ça ne va pas non plus être les mêmes cases. Il ne va pas vous demander de compléter les mêmes cases. Donc, il faudrait revoir plus en détail la situation. Alors de mémoire, si on vous demande de compléter la case 5ND dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, ça veut dire que vous êtes au micro BIC. À ma connaissance, pour bénéficier du micro-BIC, le bien peut être possédé en indivision. C'est l'entreprise elle-même qui doit être au nom d'une seule personne. Confirmez-vous? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Normalement, fiscalement, dès lors qu'on est en indivision, on ne peut pas être au régime micro-BIC. On est obligé de souscrire au régime réel. Alors, après les 20 ans, est-ce qu'on doit toujours déclarer la TVA ou est-ce qu'on change automatiquement de régime? Alors, après les 20 ans, on déclare toujours de toute façon la TVA. Dès lors que vous percevez des loyers avec de la TVA, peu importe la durée d'engagement, la TVA, elle n'est pas à conserver en fait par vous-même. Elle est systématiquement à reverser à l'administration fiscale. Si l'on vend, faut-il clôturer le sirène? Alors, si vous vendez, que vous n'avez qu'un seul lot, effectivement, vous devez clôturer votre activité. Si vous vendez, que vous avez plusieurs lots, il ne faut pas clôturer l'activité entière, mais juste fermer un établissement. Alors, en passant en micro, plus besoin de comptable. Comment procède-t-on alors à la déclaration de TVA? Eh bien, effectivement, il n'y a plus nécessairement besoin de comptable. Il y a la déclaration de TVA à faire. Donc, vous pouvez la faire vous-même, hein. Vous reportez le montant de vos loyers soumis à une TVA à 10 ou à 5 dans un formulaire qui s'appelle le formulaire 3517. Et puis, vous déduisez la TVA sur les charges payées. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire via votre compte professionnel impôts.gouv directement. Donc, vous pouvez faire votre déclaration de TVA vous-même, avoir, voilà, selon vos connaissances, vos capacités, si c'est quelque chose qui est réalisable pour vous. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être comptable pour faire une déclaration de TVA. C'est aussi pour ça que C'est la Vie propose du coup maintenant un mandat de gestion adapté aux personnes en micro-BIC. On va venir également intervenir sur le montant des loyers à reporter dans la déclaration d'impôt sur le revenu et sur la déclaration de TVA et l'accompagnement lié voilà, à tout le bail commercial. Alors, la déclaration de TVA peut se faire une fois par an, c'est ça. Donc là, c'est pareil, c'est encore une question d'option.
en général, en résidence gérée, enfin voilà, en LMNP, quand on a voilà, des recettes tous les trimestres, une déclaration de TVA annuelle est suffisante. Par contre, en fonction du cabinet comptable avec qui vous êtes, certaines personnes sont en déclaration de TVA au trimestre. Donc, il faut vérifier en fait cette option. Voilà. Mais il y a la possibilité de la faire une fois par an, à savoir que normalement, à compter du 1er janvier 2027, les déclarations au trimestre sont obligatoires pour tout le monde. La case 5NA sur la déclaration correspond au régime réel. Oui, voilà, c'est celle-ci. Quand vous avez la case 5NA à compléter, c'est que vous êtes au régime réel, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de toutes les questions. Alors, je vais peut-être en avoir une. Donc, Anne serait en train de répondre. Ah bon, alors je vais épingler. Si sous le même sirène, on reçoit d'autres loyers sans TVA, on déclare uniquement la TVA collectée. Oui, effectivement, ça arrive souvent que vous ayez un lot en résidence gérée et puis un deuxième, ça va être une location meublée classique avec un étudiant dedans. Vous mettez bien uniquement la TVA sur les loyers, soumis à TVA. Les autres loyers qui sont non assujettis ne sont pas à inclure dans cette déclaration, tout comme les charges qui sont inhérentes au bien qui est non assujetti. Vous ne pouvez pas déduire la TVA qui sont inhérentes aux frais de ce bien-là. Alors, reste-t-il un intérêt à garder un bien après les 9 ans? Alors, je ne peux pas répondre à votre question. Il faut regarder, en fait. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Quel est le montant, en fait? Ce qu'il faut, là où il va falloir être vigilant, c'est que toute la réduction d'impôt que vous avez pu bénéficier, en fait, au fur et à mesure de ces 9 années, il va falloir être vigilant à ne pas la perdre, en fait, sur les années d'après qui suivent où vous allez être en bénéfice. Donc, il faut regarder, en fait, les travaux qui vont être à venir éventuellement et voir si l'intérêt, ça va être de revendre et de racheter peut-être un autre lot que vous allez pouvoir amortir ou pas. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre au cas par cas, notamment, je suis désolée, hein, sur les questions d'usufruit de micro-BIC. Ce n'était pas voilà, vraiment le sujet sur ces questions vraiment très techniques. C'est plutôt les notaires qui vont avoir un devoir de conseil sur ces sujets. Voilà, si vous voulez voir peut-être ces sujets en profondeur, peut-être voir pour en discuter directement avec un notaire. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si jamais il y avait des questions qu'on aurait oubliées, vous avez vraiment d'autres questions ou des choses à voir, je vous encourage à nous contacter directement par mail ou par téléphone. Privilégiez vraiment le calendrier qui a été indiqué dans l'onglet Liens. Comme je suis souvent au téléphone, parfois, voilà, je ne réponds pas car je suis déjà en ligne. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser l'agenda électronique. Je vous remercie en tout cas pour ce webinaire et de voir que vous continuez voilà, à nous suivre chaque mois et être toujours aussi nombreux à vous intéresser à nos événements. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je précise juste que le replay sera disponible également sur la chaîne YouTube et puis vous recevrez normalement un lien sous peu avec la possibilité d'accéder directement au replay à ce moment-là. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.